Très rapidement, je fais un petit rappel biographique de Jean-Baptiste. Tu es critique, historien de cinéma, spécialiste du cinéma américain et italien des années 70. Tu es l'auteur du cinéma américain des années 70 aux éditions Cahiers du cinéma, d'une dizaine de livres sur Michael Cimino, John Carpenter, Dario Argento, Toby Hooper. Un ouvrage également sur l'influence de l'assassinat de JFK, de John Fitzgerald Kennedy sur le cinéma américain, 26 secondes, l'Amérique éclaboussée. Des ouvrages aussi sur le movie. Tu as été rédacteur en chef des revues Simulacre, Panique, et pendant 17 ans, tu as été un peu le monsieur cinéma de Charlie Hebdo. Je lis la bio qui est dans le livret, donc je l'ai retrouvé, mais bon, je pars toujours du principe qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas ou peut-être pas. Voilà. Il y a quand même une biographie qui est assez riche. Sur les antennes de Radio France, donc tu as coproduit l'émission pendant les travaux Le cinéma reste ouvert sur France Inter, et tu as collaboré à Mauvais Genre sur France Culture, donc San Joliet qui est là, qui est présent. Tu as enseigné à l'université aussi de 2003 à 2007, et tu es l'auteur d'une quarantaine de conférences filmées, participe à de nombreux bonus DVD. Là, tu réalises We Blue It, qui est un premier film pour le cinéma, mais tu t'es réalisé d'autres documentaires, Soupir dans un corridor lointain, en 2002, qui était consacré à Dario Argento. Bientôt, tu viens de finir un documentaire sur Jean-Luc Godard, Principe, Printemps. Voilà, donc on est là pour We Blue It. Qui est un film qui parle de l'Amérique d'aujourd'hui, mais voilà, c'est un terrain que tu as labouré quand même, le cinéma américain des années 70. Alors déjà, petite porte d'entrée, We Blow It, comprendre d'où ça vient, peut-être fais un petit rappel de cette accroche et de ce film un peu matrice charnière qui est d'ailleurs d'émission. Voilà. Journée, en fait. Oui, t'en as un. Alors déjà, bonsoir à tous. Merci d'être venus. Puis merci à Manfred et à Potemkin. Il y a Nils qui est là, le grand monsieur à casquette, c'est celui qui s'est occupé de l'édition Blu-ray DVD, donc je voudrais le remercier parce que pour moi ça comptait aussi. Parce qu'en fait, quand on fait un film, on se dit effectivement c'est formidable qu'il existe, qu'il sorte en salle, mais il y a aussi le moment où le film existera surtout en Blu-ray et en DVD. Donc c'est pas évident aussi de trouver un éditeur qui accepte de faire un bon travail, de vous suivre, surtout dans vos désirs, vos délires. Pour lui, c'était plutôt des délires, mais bon. Et donc voilà, donc je voulais quand même remercier Nils et son équipe, parce que c'est grâce à eux que ce Blu-ray que je n'ai même pas encore vu, pratique, c'est pas mal. Voilà. Et puis il y a François Angeli aussi qui est là, qui est le monsieur qui est debout avec des lunettes, qui a fait un bonus d'ailleurs dans le Blu-ray DVD, qui est le producteur mythique, vivant, hein, mais mythique de Mauvais Genre sur France Culture, à laquelle j'ai eu la chance de collaborer pendant de très longues années. Voilà, donc c'est petit prologue. Alors, We Blue It. En fait, je vais essayer de ne pas répéter. Oui, voilà, c'est ça. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y en a beaucoup parlé. Voilà. J'ai l'impression d'être une sorte de ventriloque de moi-même. Ce qui est un peu dur. Ne le sois pas ce soir. Non, mais c'est vrai que, en fait, en deux mots, le film ne s'appelait pas comme ça au début, il s'appelait même pas du tout. Enfin, il avait un titre, parce que quand on fait de la recherche de financement, il faut un titre. Et je crois que le titre d'origine, qui était un titre que j'avais complètement grotesque à l'époque pour trouver des financements, un truc en Lost in the 70s, quelque chose comme ça, bref. Et j'ai mis du temps quand même, parce que We Blue It, je trouvais que c'était un titre un peu violent. En fait, j'avais peur, de braquer les gens que j'allais voir avec ce titre-là. Que tu allais filmer. Que j'allais filmer en leur disant, voilà, vous venez, ça vous dirait pas de participer à un film qui s'appelle On m'a merdé. Voilà. Donc c'était pas forcément évident. Et puis l'autre chose, c'est que je trouvais que j'avais peur, et d'ailleurs ça s'est aussi par moments un peu passé avec certains spectateurs qui pensent que le film va vous expliquer, vous démontrer pendant 2h17 la raison pour laquelle on a merdé. Et moi je voulais pas du tout que ce soit une thèse non plus, je voulais pas. C'était beaucoup plus une question que je me posais, un sentiment que j'avais, c'est une proposition quoi. Dans ces années 70, dans ce nouvel Hollywood et dans ce cinéma, est en germe, c'est un peu ta
thèse est en germe ce que va devenir, ce qui va foirer et ce que va devenir cette Amérique. Oui, enfin, ce qui va foirer, c'est que moi, la question, la vraie question que je me posais, mais que je me pose depuis longtemps, comme j'imagine plein de gens parmi vous, là, qui est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Voilà, c'est la vraie question qu'on se pose. Quand on regarde aujourd'hui, vous sortez, vous allez voir les devantures de cinéma, vous regardez les films mainstream qui sont proposés, vous vous dites comment on en est arrivé là. Voilà. Ou alors il y a un problème. Bon. Donc moi je me pose cette question depuis très très longtemps et je ne suis pas le seul du tout. Et donc il y avait à la fois la conjonction du comment on en est arrivé là et en même temps le sentiment que les années 70 c'est quelque chose qui est une sorte de fantôme qui pèse beaucoup sur l'époque contemporaine, en tout cas auprès de certaines personnes. Des gens qui écrivent, des gens qui réfléchissent au cinéma, des gens qui réfléchissent à l'activisme politique, des cinéastes, des films eux-mêmes. J'avais le sentiment qu'il y avait aujourd'hui un dialogue qui est assez constant entre les années 70 et notre époque. Donc moi je suis un peu parti de ces deux choses-là, c'est-à-dire de me dire à la fois effectivement j'ai envie de comprendre ce moment qui pour moi a été un âge d'or du cinéma américain, mais pas que du cinéma américain, de la musique américaine, de la politique américaine, en tout cas de l'activisme américain. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là, c'est-à-dire qu'à quel moment cette espèce d'âge d'or-là, c'est fini. Moi c'était une des premières questions que je me posais. C'est toujours intéressant de se dire quand ça commence et quand est-ce que ça se finit. Parce que quand on parle du nouvel Hollywood, enfin, qui ne regroupe pas, je le rappelle quand même, tous les films américains des années 70, on dit toujours 67-80. D'accord ? Mais est-ce que en fait, le nouvel Hollywood, cet âge d'or des années 70, la contre-culture, est-ce que ça a vraiment commencé en 67 ? Et est-ce que tout était génial en 67 ? Et est-ce que ça s'est vraiment terminé en 80, comme l'histoire officielle le raconte, notamment dans le cinéma avec Heaven's Gate, La Porte du Paradis de Michael Cimino. Alors c'est intéressant parce que dans le bonus, c'est DVD, mais il y a des entretiens intégraux avec Michael Mann, avec Bob Rafelson, et Bob Rafelson n'est pas d'accord sur la façon dont on circonscrit un peu cet âge d'or. Pour lui, l'âge d'or, c'est plutôt Henry Miller, c'est plutôt il le fait partir un peu plus avant. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est que disons que si j'étais parti, en gros, 1 an de travail, 3 mois de tournage, 5 mois de montage, pour à la fin découvrir ce que j'attendais, ce que je savais exactement, c'est pas très excitant. Voilà, hein, mais je veux dire par là, c'est que c'est même capital. C'est-à-dire que si, en fait, je partais, en gros, faire un film dont la conclusion, en fait, je l'avais à l'origine déjà, moi, j'avais aucune excitation, ça ne m'intéressait pas. Par contre, en tant qu'Européen, parce que je reste évidemment absolument un Européen, j'avais quand même ma petite idée. C'est-à-dire qu'il pour moi, il y a quelque chose qui s'est détraqué. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et pas pour tout le monde. Donc moi, j'avais envie aussi d'aller voir des gens qui n'avaient pas le même point de vue des Américains. Certains me disaient, non, on a plutôt bien réussi. Et ça m'intéresse aussi, ils ont réussi, mais au prix de quoi? Comment le chief cartooniste New Yorker, pour lui, il a tout réussi, mais il a réussi personnellement. Mais est-ce que sa génération a complètement réussi? Certains n'étaient pas d'accord. Alors, tu parles de Bob Rafelson. Moi, je l'ai trouvé très émouvant, Bob Rafelson. Parce que Bob Rafelson, que j'imagine que vous connaissez tous, si on rappelle ses films, Five Pieces, Kings of Having Gardens, Le Facteur sur le jour de foi, c'est un des hommes clés du nouvel Hollywood parce que c'est lui qui est un des cofondateurs de la BBS, qui est une petite boîte qui va coproduire les films d'Henry Jaglom, de Dennis Hopper à la fin des années 60. Donc la BBS, Bert Schneider, c'est capital, hein, Jack Nicholson, tout ça c'est une petite bande très importante. Et Bob Rafelson lui donne très peu d'entretien, ça m'intéresse aussi d'essayer de le convaincre. Et donc il a débarqué de son Colorado natal pour venir, et il a 86 ans, maintenant il en a 88, et ce que je trouvais émouvant avec Bob Rafelson, et il y a quelque chose qui est hors champ et qu'on ne voit pas dans le film, mais qui explique aussi sa psychologie, c'est que c'est quelqu'un qui s'est remarié, qui est avec une femme qui a 40 ans de moins que lui, et qui a 2 petits-enfants de 7-8 ans. C'est émouvant la façon dont il parle de ses enfants aussi. Absolument. Et donc quand il lui dit mais moi les années 70 ça m'ennuie, j'en ai marre. C'est ce qu'il dit à un moment donné. Pour ceux qui ne connaissent pas Bob Rafelson, c'est intéressant parce que c'est le sosie de Lee Marvin. Et quand je lui ai dit ça, en fait, ça lui a pas fait plaisir. Et Bob Rafelson, ce qui est intéressant, c'est que quand il dit ça, il dit une chose et son contraire. C'est-à-dire que à la fois, Bob Rafelson, c'est quelqu'un dont l'âge d'or des films, du cinéma, etc., remonte aux années 70, évidemment, donc ça il ne peut pas le nier. Et en même temps, je pense que quand il dit les années 70, ça m'ennuie, il faut le comprendre aussi comme quelqu'un qui vous dit j'en ai assez qu'on en soit toujours à penser que les années 70 c'est notre dernier âge d'or.
Moi, je suis sensible à ça. Et donc, ça me raconte un truc de l'époque contemporaine. C'est-à-dire qu'il y a un truc fatigant dans le fait que vous rencontrez des gens qui vous disent de toute façon, le dernier âge d'or, c'est les années 70. Et sans doute, j'y participe comme d'autres à ça. Et à un moment donné, il faut en sortir de ça. Et donc, je pense qu'il ne nous dit pas les années 70, c'était nul. Il dit, mais c'est quoi cette époque aujourd'hui qui pense qu'il n'y aura plus jamais d'âge d'or et que le dernier, il a eu lieu et c'est fini. Mais parce que, encore une fois, la façon dont c'est plus ouvert finalement, peut-être sur l'avenir ou sur ce qui va venir. J'aimerais bien être dans la tête de mes enfants et la façon dont ils pensent. Parfois, je ne comprends absolument rien à ce qui. Voilà. Et le nouvel âge d'or, il est dans leur tête. Il est dans leur tête à eux. C'est assez. Il y a une sorte de foi comme ça. D'abord, c'est très beau. Moi, c'est formidable. C'est pas. Et ça va au-delà de l'amour qu'on peut avoir pour. Oui, bien sûr, mais je pense que c'est quelqu'un qui continue à croire. Alors en même temps, il n'est pas dupe, il n'est pas idiot. Il sait que, en fait, que l'impulsion qui permettrait un nouvel âge d'or nécessite des conditions qui ne sont pas vraiment réunies aujourd'hui. Donc après, voilà, le problème, ce sont les conditions. Parce qu'il faut rappeler quand même que l'âge d'or du nouvel Hollywood, le cinéma ne se renouvelle pas comme ça, ex abrupto du jour au lendemain. C'est un mouvement général de la société américaine. Et je pense que c'est ça qu'il y a. Le cinéma tout seul, il ne peut rien. Il y a le cinéma, il y a la société qui évolue, il y a la musique, tout va bouger en même temps. Et je pense que c'est ça que raconte Rafelson. Et j'avais aussi envie de le mettre un peu à la fin, pour pas qu'on soit totalement plombé, quoi. Il y a quand même à la fin quelqu'un qui dise why not, ça va peut-être redémarrer. Et il y a des dates charnières dans cette histoire de cette deuxième moitié du XXe siècle des États-Unis. L'assassinat de JFK en 63, une sorte de perte d'innocence. Cette période, un peu cet âge d'or, la période hippie, tu rencontres des organisateurs du Festival de Woodstock, il y a quand même des figures un peu jalons comme ça. Charles Manson, c'est cette période qui se noircit, qui devient complètement... Donc il y a des dates comme ça qui scandent un peu cet âge d'or et qui est illustré par des films, qui sont accompagnés par des films. Donc peut-être, dis-nous peut-être en quelques mots comment ça s'articule, comment sans te répéter encore une fois, mais voilà. C'est une fois, voilà, la fin qui est le plus dure. En fait, ce qu'il y a, c'est que à l'origine, moi, quand je pars faire le film, la matière, ou en tout cas l'espace à embrasser est colossal. Déjà, moi, il y a un impératif qui est que j'ai pas du tout envie de refilmer ce que j'ai déjà écrit. C'est pas un livre, voilà. Il faut que moi-même je m'intéresse, que je m'ennuie pas dans mon propre travail. Et puis je sais que j'ai l'idée d'une forme qui a du road movie au début, qui va être finalement un drôle de road movie à la fin, un road movie impossible si on veut, mais c'est quand même un road movie. Et je me dis que la ligne qu'il faut tenir, moi je voulais pas du tout en faire un film d'histoire, mais un film qui regarde cette époque-là et rétrospectivement jusqu'à aujourd'hui, il faut qu'elle soit chronologique. Et moi cette question en fait des débuts de période, de fin de période, m'a toujours passionné. Moi j'aime au cinéma, je sais pas, j'aime les films de Cimino, de Peckinpah, de Visconti, c'est Michael Mann, c'est tous des gens qui racontent la même chose. Et qui se poussent tous à un moment donné la question de la fin d'une période et du début d'une autre. Moi je trouve ça toujours fascinant, c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est quelqu'un qui arrive à identifier à l'intérieur de son époque, de son présent, quelque chose qui est en train de se finir et qui sent que quelque chose est en train de l'être, mais il ne sait pas vraiment quoi. Phrase de fin de Burt Lancaster, tout le cinéma de Cimino, tout le cinéma de Sam quelque chose de mélancolique et de crépusculaire. Et donc ça m'a toujours intéressé ces moments, parce que les bornes on les fait rétrospectivement. Il était évident que quand Kennedy est assassiné, quand Charles Manson perpètre avec sa famille le massacre très connu, le Watergate, Ellensburg, la guerre du Vietnam, de façon aussi claire, les Américains se disent pas là il y a un avant, un après, à chaque fois. Hein. Mais on voit bien que là, en fait, la fin, elle est en route dès le début. Moi, c'est ça qui m'a fasciné avec le nouvel Hollywood, d'où la fameuse phrase We Blew It, c'est qu'en fait, je crois que c'est ce qui m'a toujours intéressé dans ce moment-là, cette espèce de mélange permanent, à la fois de grande liberté, d'expérimentation, d'euphorie, de génie formel, parce qu'il y a quelque chose pendant 10 ans qu'on voit les films de cette période qui est fascinant. Et en même temps, tous ces gens-là, ils savent très très tôt que c'est foutu, que ça ne va pas durer. La question est, alors certains, les puristes du nouvel Hollywood, vous diraient, ouais mais c'est 75 la vraie fin, dans de la mer.
Et pourquoi pas? Et c'est vrai, 75, c'est l'année de Voici les coups de Milos Forman, c'est l'année de Nashville de Robert Altman. C'est pour ça que Nashville comme lieu m'intéressait aussi, parce que je pense que le vrai début de la gueule de bois, c'est 75. Et après, c'est la queue de comète. Et tu vas filmer la comédienne dont j'ai oublié le nom, Ronnie Berkeley, voilà, devant le Parthénon, jouant du piano. Il y a des scènes comme ça. Il y a beaucoup de références, mais que tu ne veux pas appuyer non plus, et que tu ne veux pas que ce soit un code. Si on n'a pas vu le film, on n'est pas complètement paumé dans ton film. C'était une précaution ou une attention. Une précaution, enfin en tout cas je voulais surtout pas ça. C'est-à-dire que d'abord parce que Parce que c'est le risque d'un film comme ça, d'un film somme, de vouloir embrasser tous les sujets, de vouloir parler de tout, et en même temps d'avoir quelque chose d'un peu, pas indigeste, mais écrasant. Quoi. Ouais, enfin, généralement, quand on veut parler de tout, on parle que d'une seule chose. Hein. Moi, je parle pas de tout. Enfin, je parle pas de tout. En fait, moi, la question de la référence, déjà, pour moi, c'était évident que il y a quelque chose d'un peu excluant à l'égard du spectateur, parce qu'on est toujours l'ignorant d'un autre. On est toujours le non-cinéphile d'un autre. C'est-à-dire qu'il y a... À chaque fois, il y a des mots qu'on n'a pas le droit de prononcer. Donc c'est intéressant. On peut plus dire cinéphile, par exemple. Et donc voilà, moi je voulais surtout pas que la référence... c'est pas la... Vous êtes sûr? C'est pas la référence pour la référence. C'est pas très intéressant, la référence pour la référence. Si c'est pour dire au milieu du film, tiens, regardez, j'ai vu ce film-là. Oui, et alors? Ou alors c'est un film que j'ai aimé. Et alors? Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt, disons, comme le cinéma américain et l'Amérique, pour moi, ça se confond. Parce qu'on est toujours niveau Ronald. C'est génial, ça. Ouais, l'effet de feedback. En fait, ça part en direct. Avec l'enregistrement de... Comment? C'est un truc bizarre avec l'enregistrement. Ouais. Attends, il s'est arrêté dès qu'on a voulu relancer. Excusez-nous. Non, c'est un souci technique. Sur les fantômes. Sur l'enregistrement, C'est comme vous avez dit, on est toujours l'ignorant d'un autre, ça fait une boucle temporelle. Non, c'est ça. Et là, Pour ceux qui veulent venir s'asseoir un peu devant. tu fais peur. C'est plus confortable. Ça devrait être bon. Et donc, je sais plus ce que je... Oui, non, sur les références. Oui, donc voilà, pas de référence, en soi ça on s'en va, ça n'a pas d'intérêt. Moi ce qui m'intéressait, c'est que, à titre personnel, après chacun a son rapport au cinéma américain ou à l'Amérique, c'est que moi j'ai toujours abordé les deux de front, parce que j'adore autant le cinéma américain que l'Amérique, avec toutes les réserves et les bémols qu'on peut mettre évidemment. Parce que je considère que oui, avoir l'Amérique de Trump, bon, voilà. Et l'Amérique se raconte aussi à travers son cinéma. Bah oui, et donc autrement dit, aller chercher des films, c'est pas aller chercher des films, en fait, c'est pas un acte de cinéphile ou même de film buff ou d'amateur de cinéma qui par moment passerait du réel au film. Non, c'est que moi j'ai appris tout de l'Amérique en voyant d'abord des films. Et quand on voit des films, on apprend tout de l'Amérique, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre le bon cinéma américain et l'Amérique. Donc le fait de passer aussi bien par un espace, un lieu, un personnage qui existe vraiment, un souvenir de film, un fantôme, pour moi toujours c'est la même chose. Et puis quand on est aux États-Unis, il faudrait déjà arriver à faire le tri un peu clair entre ce qui appartient à la fiction, à la mythologie, au fantasme et au réel. Ça n'existe pas. Donc le cinéma et le film, il a le même droit, la même place que n'importe quel événement historique, de ce point de vue-là. C'est pour ça que moi je suis allé chercher des films, pas du tout parce que j'avais envie de faire une sorte de liste de films que j'adorais, encore une fois c'est pas très intéressant, mais plus parce que c'est des films qui ont raconté à un moment donné, soit un moment de l'Amérique ou une humeur, et moi je m'en suis servi beaucoup comme ça, et à la fois du point de vue des fantômes dont tu parlais, et aussi beaucoup du point de vue sonore. Mais moi, je ne voulais jamais que la référence empêche quelqu'un de rentrer dans le film. Ceux qui repèrent les références ou les allusions, je me dis que ils ont une corde en plus à leur instrument
mais ceux qui ne repèrent pas en fait, cette allusion-là ne sont pas empêchés. Par exemple, tu parlais de Ronnie Blackley, par exemple. Tous les gens qui voient le film n'ont pas vu Nashville de Robert Altman. C'est très dommage, mais c'est comme ça. Et tous les gens qui ont vu Nashville de Robert Altman ne connaissent pas plan par plan comme moi. Et tous se disent pas, ah oui, Ronnie Blackley, forcément, c'est le même cadrage, très bien. Mais la séquence pour moi, elle doit pouvoir en fait fonctionner indépendamment de Nashville. Alors après, c'est vrai que si on repère le lieu, si on a le film d'Altman en tête, si on connaît un peu Ronnie Blackley, si on entend de façon très discrète, à un moment donné, un bout de la chanson de fin qui est en écho, en fond, on a mis très loin parce qu'on n'avait pas les droits pour l'utiliser. Donc on a, Ça, c'était encore une autre non mais je dis ça parce que par moment c'est intéressant de voir combien est-ce que des contraintes en fait techniques ou juridiques, alors, par moment il faut lutter, il faut se battre contre ça, c'est compliqué, et par moment ça sert le film. Par exemple, cette idée de petit son, moi j'avais pensé au début que la chanson You Don't Worry Me, qui apparaît à la toute fin de Nashville, juste après la tentative d'assassinat, pour ceux qui ont vu le film prodigieux Nashville. C'est vraiment le film de la fin de l'âge d'or américain, et qui raconte la fin et maintenant comment est-ce qu'on repart, bon, on s'en fout. Et en fait, à l'origine, j'avais prévu en fait que ce son-là soit beaucoup plus présent. Et en fait, pour des problèmes juridiques, pour pas que les ayants droit s'en rendent compte, on s'est dit bon, on va le pousser, on va le rendre beaucoup plus fantomatique. Hein, l'arrière-plan, on va à peine l'entendre, et ça crée quelque chose de beaucoup plus intéressant parce que si je l'avais mis un peu plus fort, il aurait fallu, j'aurais probablement provoqué chez le spectateur le désir de comprendre ce son, alors que là certains ne l'entendent même pas. Donc je ne prends pas en otage, il doit, pourquoi pas. C'est comme le Burning Man, par exemple, les séquences du Burning Man. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait le Burning Man parmi vous. Non. Bon, je ne décris pas ce que c'est que le Burning Man parce que c'est un truc dur à décrire quand on n'y est pas allé. Nous, on y allait de façon un peu sérieuse. Ouais. C'était pas dans le bruit de ce qu'on a créé. C'est ça, exactement. Et donc nous on a passé un peu de temps là-bas pour aller filmer le Burning Man, le man en train de brûler, qui marque la fin en fait du festival. Tout le monde se réunit devant cette espèce de man qui brûle. C'est un peu ambiance Wicker Man, pour ceux qui connaissent ce film. Pas le remake avec Nicolas Cage, je sais pas si tu te souviens. Mais, et donc on est parti là-bas. Alors vous savez, quand vous allez au Burning Man et que vous êtes, vous êtes d'abord un burner, c'est quelqu'un qui appartient à cette communauté, le côté sectoïde qui me fascine toujours. Mais surtout, si vous y allez pour filmer, il faut faire une demande au Burning Man auprès de ce qu'on appelle le Media Center. Tous les gens qui viennent pour filmer, faire des photos, doivent d'abord s'inscrire là. Donc c'est la contre-culture, mais quand même on contrôle. Et donc on dépose son projet, alors qu'est-ce qu'on voulait filmer, etc. Et donc nous on arrive, voilà, c'est parti, on filme pendant 2 jours au Burning Man. Moi je récupère les rushs, et j'ai 2-3 heures avec tous ces gens nus en train de danser, fumer des joints et se prendre pour des gourous, etc. Et là, moi j'avais des producteurs qui étaient assez à cheval sur la question juridique. Enfin, les Américains, c'est quand même ça, c'est que dès qu'il y a un souci, ils ont la trouille. Quoique maintenant, beaucoup de producteurs français ont la trouille aussi en permanence. Et donc, on voit ces gens dans les rushs, on voit leur visage. Et donc là, on envoie la séquence au Media Center pour lui demander l'autorisation. Il nous dit, c'est pas possible. On voit les visages de tous les gens qui sont là. Si les gens se reconnaissent, s'ils portent plainte, c'est contre nous qui se retourne le Burning Man, et pas contre vous. Donc eux, ils sont dépositaires de ça, responsables. Et donc, gros problème, parce que la séquence qui est dans le film, à l'origine, elle est un peu plus claire. Autrement dit, on distingue les gens. On pourrait dire, bah, toi qui es en train de bosser dans telle boîte, etc., je t'ai vu nu avec un collier de fleurs autour d'un feu, qu'est-ce que tu faisais? Bon. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On a obscurci, de manière à ce que les visages ils soient à peine visibles. Et c'est hyper intéressant, parce que là, c'est une contrainte là, juridique qui a fait que pour moi la séquence devient beaucoup plus intéressante, parce que ce soit des gens en particulier, je m'en moque complètement en fait. Hein, c'est l'image, les fantômes de la contre-culture aujourd'hui, et ces gens-là deviennent des silhouettes et des fantômes, et la séquence devient, et là je mets la casquette de critique, elle devient à mon avis beaucoup plus intéressante dès lors que les gens ne sont pas caractérisés que s'ils avaient été caractérisés. Donc il y a des moments où on a des contraintes qui permettent d'avoir des choses plus intéressantes. Par rapport à, je ne sais pas qui est-ce qui dit ça, c'est Paul Schrader ou Michael Mann, j'ai un petit doute, par rapport à la qualité Paul Schrader, voilà, du cinéma pendant cet âge d'or. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a un cinéma de très qualité et il renvoie ça, il nous renvoie au rôle qu'avait le cinéma à l'époque. Peut-être parle-nous de ça, parce qu'il y a des belles choses qui sont dites aussi et qui nous renvoient à notre salut de spectateur. Voilà. Et moi, ça a été une des choses les plus
je garde un bon souvenir de la rencontre avec tous ces gens-là, parce que j'ai quand même passé aussi du temps avec eux avant, ça ne s'est pas fait comme ça. Et Paul Schrader, que j'avais rencontré 2-3 fois déjà à Paris, qui a Rappelle-nous ces films, Paul Schrader. Paul Schrader, c'est d'abord un scénariste, Oui. c'est lui qui notamment a écrit... Avocat, il le réalise. C'est lui qui a écrit Taxi Driver, Blue Collar, La Féline, American Gigolo, et qui continue encore à tourner aujourd'hui. Donc, et Paul Schrader, moi j'avais rencontré 2-3 fois à Paris, c'était un type pas très sympathique. J'avais trouvé un type pas très sympathique, un peu, qui a un rapport au port d'âme un peu bizarre. Enfin, bref. Un rapport au port d'âme. Oui, au port d'âme un peu bizarre. No comment. Et donc, je lui propose donc de participer, il hésite, et puis il veut bien, et donc finalement on va le voir, il habite à peu près à 80 km au nord de New York, dans le New Jersey, on y va. Et en fait j'aime beaucoup tout ce qu'il raconte, c'est-à-dire que, parce qu'il dit quelque chose qui n'est pas évident à entendre aujourd'hui. Moi, il y avait, avec les gens que je rencontrais, j'avais dans la conversation un peu des questions ou des préoccupations qui étaient communes, que je soumettais à tous les gens que je voyais, connus ou pas connus. Et donc cette question de l'âge d'or, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se termine, à quel moment on peut dire que c'est un âge d'or, à quoi on l'identifie, pourquoi c'est un âge d'or, enfin, c'est des questions que je me posais avec eux, quoi. Et Paul Schrader est celui qui dit à un moment, l'âge d'or, c'est pas uniquement effectivement les films, la musique, etc. La raison pour laquelle, pour lui, centrale, pour laquelle les années 70 a été un âge d'or, notamment du cinéma américain, et il dit texto quasiment dans le film, c'est pas parce que les films étaient meilleurs, moi je ne suis pas d'accord avec ça, mais j'entends ce qu'il dit. C'est pas parce que les films étaient meilleurs. Il peut y avoir un. Oui, c'est pas parce que il y avait un plus grand nombre de bons cinéastes. C'est pas etc. Il dit c'est parce que les gens, autrement dit les spectateurs, attendaient beaucoup des films. Attendaient des réponses. Voilà. Ils venaient chercher des réponses aux problèmes qu'ils rencontraient dans la voilà. Et ça, je trouve ça passionnant parce que c'est, on a souvent tendance, quand on s'intéresse à un art, mais en tout cas au cinéma, à être un peu, à y réfléchir de façon un peu autiste, en se disant ça ne concerne que les films, les cinéastes, l'industrie hollywoodienne, les producteurs, oui, mais pas que. C'est qu'à un moment donné, un film existe dans une salle de cinéma et des gens vont voir un film et donc déterminent aussi d'une certaine façon son succès ou pas. Et ce que dit Paul Schrader, c'est qu'il dit la grande différence entre hier et aujourd'hui, c'est son point de vue à lui, et pourquoi c'était un âge d'or, c'est qu'à l'époque, les gens étaient exigeants à l'égard des films, ils en attendaient beaucoup, des réponses dont tu parles, ils se posaient des questions, ils voulaient avoir des réponses, etc. Sous-entendu, aujourd'hui, cette exigence-là, elle est un peu tombée. C'est sûr que quand on va voir, je sais pas moi, la Galaxie 12 ou les Tuches 23, on est sans doute un peu moins exigeant que quand on va voir Panic at Needle Park, l'Exorciste tout parrain. Bon. Et ça c'est intéressant parce que il nous met dans la boucle, Paul Schrader. C'est assez inconfortable, c'est-à-dire que d'un seul coup, nous on a tendance à regarder l'industrie du cinéma en attendant des réponses, comme si on les accusait. Et là, d'un seul coup, il y a le cinéma qui se tourne vers nous et qui dit oui, mais bon, c'est vous, c'est le cinéma. Si vous allez voir des bons films en masse, ces bons films sont parce que l'industrie elle est bête et méchante, elle finance ce qui marche. Et ils iront voir ces bons films. Si vous allez voir des mauvais films, il n'y a pas de raison qu'on se mette à produire, on pourrait dire du point de vue du mainstream, de grands films. Et j'aime bien ce que raconte Paul Schrader. Mais il y a aussi le fait que c'est comme si le spectateur tirait le réalisateur vers le... il y a une sorte d'injonction comme ça, ou de motivation supplémentaire quand on entend Bogdanovich par exemple. On sent bien, il dit mais aujourd'hui je n'ai plus l'inspiration que j'ai eue à un moment où j'avais une créativité assez folle, et on sent, moi je trouve que ça fait vraiment... l'un répond à l'autre aussi, c'est-à-dire que oui, ça se confirme. C'est-à-dire que les gens avaient besoin de réponses et moi, ça me motivait et ça me mettait dans un état de créativité et d'invention. Non, c'est assez... le choix des intervenants, les gens que tu... parce qu'il y a beaucoup de fantômes dans ton film. Il y a des gens que tu voulais avoir, parce qu'on a dû te dire, il n'y a pas... bon, il y a ceux qui sont plus là. Ça s'est pas réglé. Il y aura toujours le « il n'y a pas d'un autre », on parlait tout à l'heure, il n'y a pas, non. Je ne suis pas là pour... Le but, c'était pas de faire un film, c'est pas un film participatif. On se comprend, quoi. Donc voilà, après, moi, c'est ça t'agace ouais, parce que je trouve ça idiot, c'est-à-dire que il n'y avait pas un tel, mais pourquoi faire, qu'est-ce que ça veut rien, enfin, c'est un peu idiot, ça, enfin, voilà. Non, mais toi, dans la construction de ton film, tu t'es dit... La question, c'est pourquoi c'est pas un autre film.
Voilà. Et je ne peux jamais répondre à ça. Oui. Donc, Non, mais toi, quand tu prépares Bien sûr. ton chemin et tes interviews, tu te dis, lui, là, ça m'intéresse. Mais alors, pour aller vite, il y avait plusieurs critères. Il y avait un des gens, d'abord, il y avait quand même l'idée que c'était des gens que je connaissais plutôt bien pour la plupart, à 80% des gens que j'avais déjà rencontrés. 2, c'est des gens que humainement j'aimais bien. 3, c'est des gens dont je savais ils avaient le désir ou envie de s'exprimer un tout petit peu en dehors aussi de leur clou. En gros, leur film, le cinéma, parler un peu d'autre chose. Parce que je savais que je voulais qu'ils ne parlent pas uniquement de cinéma, mais je n'avais pas pris conscience à quel point j'allais virer tout ce qui concernait le cinéma dans la parole des cinéastes. Au moment du tournage, je n'avais pas réalisé à quel point ce serait dramatique. J'avais aussi envie que ce soit des gens qu'on n'entend pas forcément toute la journée. Pour moi, c'est important, c'est que quand vous faites un film aujourd'hui, il n'est pas célibataire. C'est-à-dire qu'il arrive et il y a des gens pour moi qui vont trop parler, j'en peux plus les entendre parler, la parole s'est démonétisée, les bonus DVD, YouTube, les festivals. Donc il y a des gens que j'aurais sans doute pris il y a 10-12 ans, mais aujourd'hui non. Puis il y en a certains que je connais, je sais que c'est impossible de les faire sortir de leur routine. Donc tout ça, quand on commence à accumuler tous ces critères, ça tombe assez vite. Et puis les morts, ça, il y en a. Il y en a énormément. Donc voilà, après de là, moi, il restait ceux que j'avais envie de voir, des gens qui à la fois qui m'intéressent, que je connaissais, qui me touchaient humainement, qui avaient des rapports différents à la période aussi, parce que à la fois ils appartiennent au cinéma des années 70, en même temps Bogdanovich, Rafelson, Toby Hooper, Mann, Burnett, c'est pas les mêmes, hein, c'est pas un grand sac les années 70, donc c'est un peu comme ça, moi, que je les ai choisis. En tout cas, je parle des cinéastes et Mann aussi. Enfin, voilà. Moi, je trouve intéressant que la personne de Michael Mann est intéressante parce que c'est quelqu'un qui a commencé à filmer très tard, que tu inclus dans cet âge d'or, et en même temps qui filme très tard, qui filme au début des années 80, et avec lequel tu roules le film. C'est important pour toi. Oui, parce que, en fait, moi, l'idée, c'était un film. Encore une fois, c'était un film rétrospectif, c'est-à-dire que c'est un film qui tente d'avancer, mais qui en le jette un peu dans le rétroviseur jusqu'à aujourd'hui. Et Mann, comme le film commence aujourd'hui, hein, il commence véritablement aujourd'hui, moi j'avais envie que ce soit Mann qui ouvre, d'abord parce que c'est celui qui fait d'un point de vue même des générations, pas des générations de films. On rappelle ça Filmo le solitaire. N'insultons pas les gens qui sont. Quand même. Bon, non, on va pas rappeler les films de Michael Mann. Non, mais et en fait, Mann, ce qui était intéressant avec Mann, c'est que pour moi, il faisait le lien entre hier et aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un cinéaste, comme tu le rappelais, qui commence au tout début des années 80. En fait, son premier film, son téléfilm en 79. Jerry Coma et son premier film Siffle le solitaire en 80, et donc il faisait le lien entre hier et aujourd'hui. Après, je ne l'ai pas pris parce qu'il faisait le lien ou parce que c'était sympa d'avoir un type qui a fait des films dans les années 80. C'est parce que, et ça je vais sans doute un peu me répéter, mais que pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les films de Mann. Mann appartient à cette génération des cinéastes du Nouvel Hollywood. Et il aurait tourné ses films dans les années 72-73, ce qui aurait été tout à fait possible, vu son âge. Il aurait fait partie de cet âge d'or Nouvel Hollywood. Mais pour plein de raisons personnelles, etc., il n'a tourné son premier film qu'en 80. Mais il appartient à la génération des cinéastes du Nouvel Hollywood. Et je trouve ça fascinant, du point de vue d'ailleurs quand on s'intéresse à Michael Mann, qu'on a un cinéaste du Nouvel Hollywood qui n'a tourné aucun film dans les années 70, qui a fait son premier film en 80. Parce que je rappelle une évidence, mais c'est pas parce qu'on fait un film dans les années 70 ou dans les années 80 qu'on fait un film des années 70 ou des années 80. Bogdanovich par exemple. Hein, l'état civil ne dit rien de l'histoire des formes. C'est ça que je veux dire. Mann était pour moi le premier, on pourrait dire, le premier cinéaste du Nouvel Hollywood, et sans doute le dernier, à faire des films le jour où tout ça c'était fini. Et donc c'est devenu passionnant, parce que quand vous voyez les films de Michael Mann, c'est un vrai troublou, quoi, un vrai cinéaste des années 70, qui a fait des films, qui a commencé à faire des films dans une période qui ont construit la négation totale. Et c'est intéressant qu'on ait un cinéaste du Nouvel Hollywood de se dire qu'on fait ses premiers films dans les années 80. C'est terrifiant. Et jusqu'à encore aujourd'hui. Et donc quand je suis allé le voir, moi je lui ai raconté ça à Mann. J'allais pas encore lui faire le énième entretien sur la séquence de la fusillade dans Hit. C'est bon.
Donc, ou autre chose. Par contre, je lui ai dit très tôt, je lui ai dit, vous savez, d'abord parce que Mann ne donne pas beaucoup d'entretiens, qu'il a autre chose à faire, que je le comprends, qu'il préfère travailler plutôt que répéter pour la énième fois. Bon. Et donc, il est particulier, Michael Mann. Et donc je lui ai dit non, vous inquiétez pas, on va pas du tout parler de vos films. Non. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est ce que je viens de te dire. Je lui avais même dit d'ailleurs, pour moi vous êtes un cinéaste anachronique. Et pour cette raison-là, c'était pas du tout. Pour lui, c'était clair. Oui, non, je lui ai expliqué. Je lui ai pas dit Michael, t'es anachronique et je m'en vais. Non. J'ai répondu. Non, mais il adhérait, c'est-à-dire qu'il était conscient de du cinéma qu'il faisait à l'époque dans laquelle il vivait. D'abord, je pense qu'il est ultra conscient, je pense que c'est quelqu'un, en fait, c'est quelque chose dont on ne lui parlait pas, et de toute façon, les films parlent pour lui. Il m'aurait dit, à la limite, non, pas du tout, moi ça n'a rien à voir, peu importe si les films disent le contraire. C'est-à-dire que moi je joue toujours le film contre la parole des cinéastes, toujours. Que le cinéaste il peut mentir, il peut se mentir à lui-même, la vérité elle est dans un film, beaucoup plus que dans la parole d'un cinéaste. Donc il aurait pu me dire, Michael Mann, non pas du tout, vous êtes en plein délire sur le rapport des 70s à mon cinéma, je lui dis c'est pas grave, les films le prouvent. Donc là on n'a pas le temps, on ne fait pas d'intervention sur Michael Mann. Mais c'est ça. Et par contre donc ça l'a intéressé, ça l'a titillé, parce que évidemment c'est à mon avis disons que c'est un des angles morts de la critique avec Mann, et je pense que c'est le cœur du vrai acteur. C'est pas un angle mort, non, c'est le cœur du vrai acteur Michael Mann. Cette espèce d'anachronisme là. C'est quelqu'un qui a le sentiment qu'il est arrivé trop tard. Et qui est arrivé trop tard et qui vit à un moment, à une période qui à la fois le fascine et le déprime totalement en même temps. Donc ça c'est le cinéma de Michael Mann. C'est pour ça que Michael Mann, il a repris pour moi de façon très belle la ligne des années 70 parce qu'il a continué. Les années 70 c'est pas des padefs et des gens qui fument des joints. Les années 70 c'est un rapport au contemporain, un rapport critique au monde, etc. Et le seul, pour moi le plus puissant aujourd'hui, qui a un rapport digne de gens comme l'avait Al Ashby, Bob Rafelson, Jerry Shatner, etc., c'est Mann. Si je veux comprendre l'Amérique depuis 30 ans, je vois les films de Mann. Tu comprends ce que je veux dire? J'aime beaucoup ce qu'il dit aussi sur le disque. Les chemises ouvertes. Pour lui, la fin, c'est Donna Summer. Cette haine du disco, c'est quand même. Non, c'est une haine, en même temps, ça sympathique, ça l'amuse, mais en même temps, je veux dire, il faut quand même voir. Mais pareil, parfois on parle du box-office, on s'amuse à comparer les box-office. Mais pareil, on prenait les top charts de la musique américaine, je sais pas, 71-81, ça a pleuré. Et donc lui, il est conscient de ça aussi. Que quand il raconte ça, c'est aussi une forme de blague. C'est une façon de nous dire 77-78, c'est là que ça se finit, quoi. Et donc, non, mais là, je pense qu'avec Mann m'intéressait aussi pour cette raison-là. C'était une façon de dire que les années 70, c'est pas uniquement une période, c'est aussi un comportement, c'est un rapport critique ou un rapport artistique au monde particulièrement. Et Mann, pour moi, l'est totalement. C'est pour ça que c'est le seul cinéaste dont on se dit, tiens, mais c'est bizarre parce que je vois pas de film fait dans les années 70 par Mann, évidemment, mais il était plus que légitime pour moi. Mais il te décrit quand même, au centre de ces films, tu as des individus qui ont tout en problématique, et en même temps, dans les années 70, dans sa genre, il était quand même collectif, quoi. On est quand même... il te décrit comme des parcours très individuels. Tu dis que c'est quelqu'un qui est héritier, qui est plus qu'héritier, qui est porteur des années 70, et en même temps, j'ai l'impression qu'on est aux antipodes d'un projet commun dans ces films. Ah oui, enfin, alors... non, enfin, moi je crois pas. Non, mais je veux dire par là que le collectif dont tu parles, à mon avis, il est réel dans le Hollywood classique, grosso modo jusqu'à la fin des années 40, début des années 50, et il devient précisément totalement problématique dans les années 70. Dans les années 70, c'est encore un désir de collectif, où il y a un désir de peuple, mais ça ne marche plus. Le road movie étant l'histoire de la rencontre avec un peuple qui n'existe plus. Donc je pense que Michael Mann, lui, ne fait que pousser d'un cran, en fait, cette espèce de rencontre manquée, ou ce rapport impossible avec le peuple. La question de l'individu chez Mann, ce qui est fascinant chez Michael Mann, c'est cette espèce de mélange pour moi, c'est celui qui a poussé, en fait, je parlais des individus, c'est celui qui a poussé quelque chose qui vient du cinéma hollywoodien classique, notamment la fameuse question du professionnalisme. Hein, un bon critique dit professionnalisme auxien, il a comme ça des mots valises, qui a été totalement mis en doute dans les années 70.
Hein, cette idée que les gens faisaient des choses, ça ne servait plus à grand chose, ça ne servait à rien, il n'y avait pas de rapport entre, on pourrait dire, entre l'action et puis l'impact que ça avait sur le monde. L'action est devenue inutile, problématique, malade dans les années 70. C'est pour ça qu'elle a attaqué ce schéma du Hollywood classique. Et Mann, lui, il pousse un cran encore plus loin, c'est qu'on a le sentiment de revoir débarquer des types à la Howard Hawks dans ses films, de Robert De Niro, Tom Cruise, etc. Mais qu'est-ce qu'il cherche dans ces personnages-là? Le vide existentiel intégral du professionnalisme. Autrement dit, ce qui est fascinant chez Mann, c'est que c'est quelqu'un qui prend quelque chose qui est très important dans la culture américaine, la valorisation du professionnel, hein, du mec qui fait, qui est bon à quelque chose, etc. Et lui, il en produit la critique en expliquant le vide existentiel que ça produit. Tom Cruise dans Collatéral. Je suis génial à ce que je fais, mais pourquoi faire? Ça mène à quoi tout ça? À rien. Et après, on pourra en parler des heures, mais je pense que c'est ça qui est, c'est la critique la plus puissante, en fait, c'est que ce sont des professionnels totalement aguerris, accomplis, mais le professionnel, ou en tout cas l'action, n'est plus la garantie d'une espèce d'épanouissement personnel, comme c'était le cas chez Howard Hawks, c'est au contraire la garantie d'une déprime, d'une dépression, d'une mélancolie, d'une espèce de doute existentiel incroyable. Parce que chez Mann, tous ces professionnels se posent la question de se dire « je suis génial à ce que je fais, mais à quoi ça sert ?» Et là, c'est le grand, d'où vous connaissez tous le plan océanique chez Mann, cette espèce de désir d'un ailleurs, parce que le professionnel ne suffit pas à remplir la vie de ces individus-là. Et la dernière chose, évidemment, c'est la conscience du retard. C'est pour ça que Mann m'aurait dit « ce que vous dites ne m'intéresse pas », je lui aurais dit « tant pis ». Parce que Mann est un cinéaste dont les personnages sont obsédés par la question du temps qui passe. Tous les personnages qui ont le sentiment qu'ils sont arrivés trop tard. Et ça, si c'est pas pour moi la plus belle pétition de principe de Michael Mann lui-même, après, Des questions? Je vais passer le micro. N'hésitez pas, on a un quart d'heure. On fera la dédicace. Levez le bras. Je ne sais pas si c'est intimidé par Jean-Baptiste. Je ne sais pas comment formuler ça, mais je reviens sur la notion d'anachronisme. Vous dites que vous êtes intéressé par les films qui montrent un basculement, le passage d'une époque à une autre, et puis qui finalement est une façon d'être sensible à l'époque malgré tout. Et puis vous dites qu'il y a finalement les films échappent en partie, formellement, parce qu'ils ne suivent pas forcément une injonction liée à un moment et qui continuent de développer des choses du passé, mais aussi, il y a aussi ceux qui inventent, explorent le cinéma lui-même et finalement, sans tenir compte du tout de leur époque, inventent et créent des choses qui, s'ils ont du succès, vont devenir un modèle rétrospectivement. Et puis on va se dire, tiens, finalement, c'était la marque de l'époque, ce qui n'est pas forcément le cas finalement. Est-ce qu'il n'y a pas des effets comme ça de contradiction ou de... Enfin, je sais pas. Alors, vous voyez ce que je veux dire? à peu près, Bon. pour être tout à fait honnête. Non mais la question de la... Je veux dire qu'il y a des gens qui échappent à leur époque, à leur travail, simplement parce qu'ils réfléchissent sur leurs médias. Mais moi je ne sais pas ce que c'est quelqu'un qui échappe à son époque. En partie. Ah ouais. En Là, partie. vous- Non, Ouais. en partie. Enfin, je dis Oui, pas oui, oui. Non, mais alors, échapper à son époque ou échapper en partie, pour moi, c'est deux choses totalement Oui. différentes. C'est que je pense, mais c'est. Non, mais je veux dire, un film comme Octobre de Stein, Ouais. il y a un contenu évidemment qui est lié aux Oui. événements qui sont Oui. passés, mais en fait, ce qu'on retient et ce qu'on regarde, c'est des choses qui n'existaient pas avant qu'il ait fait. Ah non, mais. C'est ça que je veux dire. Ah, mais c'est vrai. Non, mais. Le montage, enfin, Oui, ce qu'il invente, n'est pas lié à Ah son bah, époque. bien sûr, mais l'un et l'autre ne sont pas exclusifs. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est que, enfin, là, il y a beaucoup de sujets. C'est-à-dire que, là, quand je disais tout à l'heure, le fait qu'un film ait son époque, c'est-à-dire qu'il y a, vous regardez aujourd'hui dans les films qui sortent, il y a beaucoup de films sortent, ce sont des films qui ont 30, 40 ans de retard, du point de vue formel, du point de vue de la narration. Et je dis pas, et quand je dis formel, je ne confonds pas forcément la technologie et la forme. Hein. Non, bien On peut tourner avec des caméras à l'épaule, avec un iPhone, on peut être totalement ringard en même temps. Donc la question, c'est qu'on a aujourd'hui des films qui ne sont pas du tout de leur époque, qui sont des films plus anciens. Et puis alors, le film en avance sur son temps, moi je m'en méfie toujours un peu. J'adore cette phrase. Je veux pas dire on avance sur son temps. Hein. Oui, mais C'est après coup qu'on se dit ça. Ah, oui, Moi, je pense que ça marche pas dans ce sens-là. Non, mais je suis d'accord. Surtout en avance sur son temps, ou comme disait l'autre, c'est plutôt mes contemporains qui ont du retard sur moi. Quoi. Ouais. Je pense que, moi c'est la phrase d'Anet que j'aime beaucoup, quand il a vu Le Bon Appétit des Truands quand c'est sorti, en 66, il n'a pas aimé.
Et puis il fait partie de ces cinéastes sur lesquels il va revenir en disant je me suis trompé. Il le dira sur Melville, il le dira sur Zurling, il le dira sur Peckinpah, bon, et Leone. Et il écrit au moment de la diffusion des Triomphes de Sergio Leone à la télévision un papier à l'époque dans Libé. Et finalement il le redécouvre et il trouve le film fantastique génial. Et il explique d'une façon extrêmement simple, il dit là où Leone fait un film qui est extraordinaire, c'est que c'est un film qui est, il a cette expression, il dit c'est un film qui est à l'heure. Voilà, être en avance, c'est être à l'heure, parce que tout le monde est en retard. En fait, le truc, il est là. Donc, moi, ce qui me semble, le rapport entre la forme et la période, il est très variable. C'est-à-dire que le fait de faire un film à une période ne vous inscrit pas, du point de vue de votre histoire des formes, dans cette période-là. Et en même temps, quand on parlait de Michael Mann, etc., Michael Mann, c'est à la fois quelqu'un qui, à mon avis, est totalement à l'heure, mais ce qui est pour moi une immense qualité. Il y a tellement peu de films qui sont à l'heure. Tellement peu, qui est totalement à l'heure de son époque à lui. Alors c'est un Américain qui vit à LA, etc. Mais tellement à l'heure de ça, et en même temps c'est quelqu'un qui a inventé des formes. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de gens qui empruntent une façon de filmer à la Michael Mann, pensant que si on récupère une forme, on peut la faire fructifier. Or une forme, c'est toujours le produit d'une vision. C'est pour ça qu'une forme célibataire n'a jamais aucun sens. Je ne sais pas, vous prenez l'exemple des films d'Olivier Marchal. C'est pour qu'on se détende un peu. Non, mais c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il fait partie de ces Français ou même de beaucoup de cinéastes américains qui sont dit oui, Mann a un peu reposé les bases des codes du polar dans les années 80-90 et surtout Hit qui a été un film dans l'histoire des formes américaines extrêmement important. Et donc on se dit c'est quoi Mann ? Des gens en costard qui parfois regardent la mer à travers une vitre, voilà, avec une caméra filmée derrière, un peu de flou mis au point. Voilà, on pense qu'on peut réduire Mann à ça. Et quand ces gens reprennent tous les tics maniens, et il y en a plein qui le font, ça ne ressemble plus à rien. Tout ça pour raconter que la forme, en fait, elle est toujours indissociable d'abord d'une vision personnelle et aussi même d'une époque. C'est-à-dire que moi, je pense que je dissocie jamais, si vous voulez, les deux. Avec un cinéaste, il est forcément de son époque. Et forcément, il y a une part de lui qui lui échappe, et d'ailleurs qui lui échappe même lui-même, hein, qui échappe à son époque. Donc moi, je comprends ce que vous dites, et en même temps, je ne prends pas ça comme quelque chose de contradictoire. Vous comprenez ce que je veux dire ? Pas forcément, en fait, c'est ça. Quand Dennis Hopper tourne Easy Rider, il s'inspire du cinéma européen, la nouvelle vague, les faux raccords, le montage, une narration trouée, etc. Très bien, mais ça, c'est pas très intéressant, en fait. D'aller faire le comparatif, le cinéma qui parle du cinéma, qui ne pense qu'au cinéma. La question c'est de se dire, oui mais est-ce que ça ne raconte pas, du point de vue à l'époque de l'État, de l'Amérique, de la psyché, de la jeunesse américaine, cette espèce de désorganisation, de chaos, de choses qui ne font plus sens. Pourquoi faire avoir un montage narratif lisible si le monde qu'on décrit n'a pas de sens ? Vous voyez ? Et là pour le coup ça devient intéressant, je trouve. Et donc je sais plus ce qui à ce moment-là appartient à la forme, à l'idée du cinéaste, à la sorte du cinéma ou à l'époque en elle-même, si vous voulez. Non, on va préparer un extrait du film. S'il y a peut-être une question avant de passer l'extrait. Oui. Oui, je voulais juste savoir comment s'est passé le tournage en fait. Vous aviez surtout fait parler des réalisateurs, mais les personnes qui interviennent dans le film, qui sont pas forcément des gens qui vont passer par là. Et comment au moment du montage, comment vous avez, j'ai l'impression que vous avez privilégié quand même beaucoup les noms réalisateurs, les noms cinéastes. Et comment s'est fait ce choix et qu'est-ce qui vous a poussé à leur laisser beaucoup de place au final Ah oui. Ouais. Une sorte de parité quand même. Oui, voilà. ils sont assez horizontales en fait. Parce que il y a un grand réalisateur qui peut parler, puis après une personne qui vous semblez avoir trouvé comme ça, chemin faisant. Oui. Alors, c'est vrai, en même temps, il y en a très peu qui ont été tournés, comme vous dites, chemin faisant. La plupart, je l'avais quand même rencontré avant, le Barbier, les gens de Goldfield, de Vanishing Point, pour une raison toute bête, c'est que les cinéastes, ils sont habitués à être filmés. Donc, en fait, ça peut se faire assez. Puis moi, je les connaissais depuis quand même 10, 15, 20 ans. Les gens dits ordinaires, quand vous débarquez à 12 avec 2 Alexa, c'est pas évident, mais je le comprends très très bien. Et puis, pas forcément, tout le monde a envie d'avoir cette espèce de rapport un peu impudique. Ils parlent d'eux-mêmes et parfois ça peut être, je pense aux vétérans du Vietnam, dont on n'a pas parlé d'ailleurs. Voilà, c'est des choses pas forcément évidentes. Non, moi ce qui m'intéressait dès le départ, c'est que je voulais aller voir des Américains. Comme je vous disais tout à l'heure, le cinéma et l'Amérique pour moi se confondent. Pourquoi pour moi un cinéaste américain, c'est d'abord aussi un Américain.
Donc, l'idée d'aller que le type qui est barbier à Seligman, celui qui est dans sa Gostone et qui porte l'arme, Bogdanovich, Toby Hooper, pour moi c'est les mêmes. Au nom de quoi je leur aurais donné, enfin, ça aurait été un vrai problème. Donc pour moi tout le monde avait la même place, connu, pas connu, et ça me plaisait bien ça d'ailleurs, hein, cette idée de ne pas donner un espèce d'écrin un peu particulier et beau à des gens connus, et puis traiter les gens pas connus en les filmant, je sais pas moi, avec une C300 caméra qui tremble, ça aurait été immonde. Pas au contraire. Et comme moi, en plus, les cinéastes d'un seul coup sortaient de leur terrain dans zone de confort, on pourrait dire, puisque j'en demandais pas de parler vraiment de cinéma. C'est ça, parce qu'au montage, au final, vous avez gardé Très peu de choses. voilà, Très peu de choses. cinéma. Oui, Ça, mais ça s'est fait à ce moment-là au montage ou est-ce que vous avez... voilà, non, enfin ça s'est fait, c'est-à-dire que non, ça s'est fait avant, mais ça s'est radicalisé au montage, si vous voulez. Et sachant que je pense que tous ces cinéastes-là, pour être tout à fait honnête, ils parlent d'autant plus de cinéma qu'ils n'en parlent pas. Alors après, ça a l'air d'un seul coup une série de formules sorties de n'importe où, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que n'oubliez pas que c'est un film qui est tourné en 2016-2017. On n'est pas en 95, on n'est pas en 88, on n'est pas en 80. Encore une fois, ça c'est quelque chose qui moi m'obsédait en permanence. C'est où on en est aujourd'hui de ces cinéastes-là, de la connaissance qu'on en a, de ce qu'ils ont raconté, etc. Et c'est comme c'est des cinéastes que je connais assez bien, je sais bien qu'en les lançant sur le terrain du cinéma, ils allaient me dérouler, même de façon généreuse, hein, l'éternelle même routine. Moi ça ne m'intéresse pas d'avoir toujours les mêmes anecdotes de cinéma, par moment qui ont été écrits et tout autre. Par contre, je pense que ce que raconte Mann, par exemple, je prends cet exemple-là, ou Bogdanovich ou Toby Hooper, si on aime leur film et qu'on revoit leur film à l'aune de ce qu'ils racontent, alors qu'ils ne parlent pas de cinéma, et là je trouve ça, à titre personnel, ça m'intéresse beaucoup plus que si Toby Hooper m'avait parlé du alors Leatherface. Je veux dire, on n'est pas Toby Hooper qui est un cas assez intéressant, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a eu le parcours, il y a Dominique Legrand qui est là, qui a écrit un livre sur Toby Hooper. Oui, non, mais c'est vrai. préfacé par toi. Oui. Après, je me suis demandé ce qui était le plus important, si c'était mon texte ou... Non, mais je veux dire, c'est que Toby Hooper, c'est quelqu'un de très particulier, c'est que c'est quelqu'un qui a fait un ou deux films assez confidentiels, pas très connus, dont Eggshell. Peut-être le coffret Massacre à la tronçonneuse qui est là quelque part. Regardez Eggshell, c'est dément. Film de 69. Et ensuite il fait Massacre à la tronçonneuse, donc le film qui va le rendre célèbre, mais qui va à la fois va le rendre célèbre, va le mettre sur les radars et va le plomber en même temps. Et c'est quelqu'un, moi qui ai connu Toby Hooper pendant très très longtemps, c'est quelqu'un qui racontait Toby Hooper toujours la même chose depuis 40 ans aux gens qui venaient le voir. Donc il faut se mettre dans la peau aussi de ces cinéastes-là qui, depuis 40 ans, tous les jours répondent aux mêmes questions sur Massacre à la tronçonneuse. Moi, je deviendrais fou. Moi, quand je l'ai vu, pour l'anecdote, quand je l'ai vu, il y avait un type qui venait faire dédicacer une tronçonneuse. Il est arrivé avec un sac Castorama. Alors, après, je lui ai demandé, mais je lui ai dit, vous faites ça souvent? Il fait, mais ça fait 40 ans que je dédicace des lames de tronçonneuse. Donc, c'est vraiment incroyable. Non, mais tout ça pour dire que Toby Hooper, moi ce qui m'intéressait, alors c'est aussi c'est pour ça que le fait de connaître les cinéastes qui pour moi était important, parce que disons que j'avais passé toutes ces étapes-là. Le moment de l'admiration, de l'estime, l'entretien cinéma, moi je l'ai fait pour des revues, pour des bouquins, pour de la radio, etc. Je veux dire, j'allais pas jouer le naïf, quoi. Ou j'allais pas jouer l'hypothétique première fois. Donc Toby Hooper, ça fait des années que je le connais. Donc quand je vais le voir, je lui ai dit, bon bah Toby, on va pas reparler de Massacre, c'est bon, je sais tout, on m'a déjà tout dit, on parle pas à autre chose. Et par contre, il devenait beaucoup plus émouvant, il devenait plus pilote automatique quand il parlait de lui-même, de ce qu'il avait vécu. En plus c'est quelqu'un qui a vécu des choses incroyables, Toby Hooper, qui a été, pour ceux qui ne le savent pas, qui était présent au moment où Charles Whitman tire depuis la tour de l'université d'Austin en 1966, qui est là, qui est présent au sortir du commissariat quand Lee Harvey Oswald se fait assassiner par Jack Ruby en 1964. Il travaille pour une petite télé de Austin. Donc c'est quelqu'un qui a des choses extraordinaires à raconter, qui a un vécu incroyable. Et généralement, quand on lui parle de Massacre, ou est-ce que Poltergeist est un film de Spielberg? C'est quand même déprimant, non mais c'est vrai. Donc moi, je peux avoir passé du temps avec lui, je savais tout ça. Et en plus, il appartient aussi à une génération de cinéastes qui étaient connectés à leur monde, qui étaient aussi des fans de politique, qui s'intéressaient à l'histoire,
ce qui était aussi un peu différent avec beaucoup de cinéastes aujourd'hui, qui pour plein de raisons, il faut faire des films, ça prend de l'énergie, il faut 4 ans pour faire un film, on passe tout le temps à chercher de l'argent. En fait, l'actualité, leur connexion au monde, elle est beaucoup plus faible et on le sent dans les films. Quand on voit les films de Schasberg, de Rafelson, de Al Ashby, de tous ces gens-là, c'était aussi des Américains qui étaient dans les marches, qui défilaient, qui étaient investis politiquement. Ça n'a rien à voir, c'est que le cinéma, il n'est pas grand tout seul. Hein. Et ces gens-là, dès qu'on ne parle plus de cinéma, ils en ont beaucoup sous le pied, évidemment. Parce qu'ils ont une histoire personnelle, ils ont la période dont ils peuvent parler. Excusez-moi. Ouais. Quelle est l'origine de votre intérêt pour le cinéma? Oula. Oula. Alors, Je sais pas. Non, je sais pas. Prépare. Vas-y. Non, je réponds. Non, mais je sais pas quoi répondre à ça. Honnêtement, je peux pas vous répondre. Vous savez, quand vous avez une passion pour quelque chose, ça s'explique pas. Ou alors je peux vous donner 1000 explications, mais la somme de ces 1000 explications ne donnera jamais la raison réelle. Donc je préfère ne rien dire. On lance l'extrait du film, peut-être recontextualise-nous cette rencontre-là avec... Alors là, on est à Goldfield. Goldfield qui est en fait la ville dans laquelle Richard Sarafian a tourné une partie de Vanishing Point en 71, Point limite zéro en français. Vanishing Point, qui pour moi est le plus grand road movie américain de la période. Et puis moi j'ai eu la chance de connaître assez bien Sarafian, qui était un type formidable, avec lequel j'avais d'ailleurs eu un projet de road movie à une époque. Parce que, en fait, quand j'étais allé voir à Los Angeles en 9... mais non, mais on s'en fout, le film, ils le verront. Je pense... En 2009-2010, je travaillais pour une émission sur Canal qui s'appelait Histoire de cinéma. Qui avait été arrêtée parce qu'elle parlait trop de cinéma. J'ai eu la chance pendant 1 an et demi d'y participer, et donc on avait carte blanche, on était quelques-uns à aller réaliser des sujets sur ce qu'on voulait. Hors de l'actualité, ce qui est un luxe phénoménal. Hein. Et donc moi je passais mon temps à leur dire, tiens, j'irais bien voir Robert Duval, j'irais bien voir Friedkin, j'étais allé voir qui me parlait de Clouseau, hein. J'irais bien voir Sarafian. Ils me disaient toujours oui, donc je partais, voilà, là en Virginie, ailleurs, pour aller voir ces gens-là. Et donc un jour je trouve comme ça le contact avec Sarafian qui avait complètement disparu de la radar critique. Parce que ça aussi, les années 70, il y a beaucoup de gens encore qui n'ont pas leur place. Hein. Enfin, pour moi, c'est Stéphanie Rockman dans le film, par exemple. Et donc j'arrive finalement à trouver son contact. Je vais le voir à Los Angeles, dans cette petite baraque un peu chiche, quoi, du quartier qui s'appelle Brentwood Village. Et il est tout seul, il fait rien, il est un peu alité, il est avec son verre de vin et son postal devant une détriche. J'ai toujours cette image. Et je vais le voir, il me dit, bon, de toute façon, plus personne vient me voir. Il me dit, vous connaissez mes films? Je dis oui, alors on commence à papoter. Et je trouve le type, c'est le beau-frère de Robert Altman. Et je trouve le type absolument adorable, puis pour moi il a réalisé 3-4 films très importants, entre 69 et 74. Vraiment, Le Lima Donawar, Le Convoi Sauvage qui a repompé Inaritu pour Revenant, Point limite zéro, etc. Et donc je lui ai dit, bah voilà, je vais vous parler un peu, bah, très bien, je m'assieds, puis ça se passe très très bien. Et puis je lui dis à un moment, mais ça vous aurez un petit peu de temps pour que je vienne vous enregistrer. À la fois il était filmé, hein, et je l'ai enregistré aussi pour moi. Je me dis, de toute façon j'ai tout mon temps, évidemment j'ai tout mon temps, personne ne me mes films, je fais rien. Et donc j'ai passé comme ça une semaine avec lui, et issu du scénario de Vanishing Point, qu'il n'a jamais pu tourner. Et bref, et un jour, avec lui, je lui amène un jour une carte des États-Unis, et je lui dis, est-ce que vous pourriez me redessiner le trajet exact, hein, de Kowalski, le personnage principal de Vanishing Point, sur une carte. Donc il prend son feutre et il dessine très précisément le trajet. Ce qui me servira pour Blue Beat. Parce qu'en fait le road movie, en fait, il vient un peu loin. Je ne sais pas si c'est que l'Amérique a pas le road movie, quoi. Et donc je vois ce petit bled, Goldfield, et donc j'ai eu le projet avec lui. Malheureusement il est tombé malade et ça n'a pas pu se faire, de tourner un road movie. Je lui avais dit, écoutez, voilà ce que je vous propose, je fais venir une Dodge Challenger 70, qui est la voiture du film, que j'avais trouvée à Reno, la ville un peu glauque, le Las Vegas du pauvre, quoi. Mais j'avais trouvé 2 collectionneurs fanatiques du film qui avaient customisé leur voiture, la Dodge, exactement comme dans le film de Sarafian. Et le volant, la plaque d'immatriculation, tout qui était. Et je les ai appelés, ces gens-là, en me disant, voilà, je suis avec Richard Sarafian, ça vous dirait? Alors, je leur aurais dit, c'est aller en Alaska, en Montgolfière, ils venaient. Et donc, vous pourriez nous prêter votre voiture. Donc ils sont venus, le père et le fils d'ailleurs, très contents. Et c'est la première fois que Sarafian remontait dans une Dodge, d'ailleurs, depuis le tournage du film. C'est très émouvant pour lui d'ailleurs. Et donc j'avais dit, j'aimerais bien qu'on fasse un doc ensemble.
on prend une Dodge, vous montez dedans, on passe 8 jours et on refait le trajet de Vanishing Point tous les deux, sur les lieux de tournage, ce que c'est devenu, etc. Mais on le fait en sens inverse, c'est-à-dire de San Francisco, là où il doit arriver, à Denver, dans le Colorado, et on le fait en plein hiver. Et elle me dit, ah, super. Malheureusement, voilà, il est tombé là, ça n'a pas pu se faire. Mais j'ai toujours gardé en tête, et cette séquence-là, en fait, la vraie genèse de cette séquence-là, c'est que le jour où moi je pars faire ce film, je sais que Goldfield est un endroit par lequel je dois passer. Mais à la fois parce que c'est une petite ville américaine un peu hors du temps, parce que Sarafian a tourné ce film-là, c'est aussi une façon pour moi de réactiver ce fantôme-là, parce que je vais aller dans des endroits particuliers où lui a tourné, des gens qui étaient là pendant le tournage, etc. Et donc on va passer comme ça 8 jours à Goldfield, qui est un endroit complètement paumé en plein cœur du Nevada tout simplement. Et il y a très peu d'habitants, donc quand on arrive là, voilà, on passe du temps, parce qu'on n'arrive pas en se disant, voilà, on va vous filmer. Non, il faut passer du temps avec eux, boire des coups avec eux, il faut rencontrer tous les petits gens de la ville, les anciens, il faut être adoubé par tout le monde. Et on n'est pas discret quand on débarque 12 personnes qui débarquent, Frenchy, pour aller tourner dans Goldfield. À Los Angeles, tout le monde filme sans arrêt. Ou à New York, la caméra où le film fait plus du tout événement. Donc, à Goldfield, complètement. Et donc cette séquence, voilà, elle est née comme ça. Et là, je rencontre plein de gens à Goldfield avec lesquels je passe du temps. Et je choisis d'en isoler certains, dont le type un peu étrange que vous allez voir, qui s'appelle RG, qui est un ancien marine. Et voilà, je passe du temps avec lui, il m'a épuisé. Et là, c'est marrant parce que quand on voit la séquence, on dit on est fatigué après l'avoir écouté parler. Et il était vraiment comme ça. Hein. Voilà. This town is real. Very, very real. It is alive. It's breathing. And it's blessed by things of nature that we couldn't describe. I'm being conservatively right-wing. In other words, if you vote for Hillary, and if I was in the Marine Corps serving you again, I would not fight for you, because you don't deserve it. If you vote for Trump, you will get the protection you need, but we don't know how long it'll last. But at least we'll have some sort of protection. Because you know what I'm talking about. You follow the issues. Yeah, everything that he's talked about, he can't do. Let's just face it. You can't send 11 million people home. People came over here, they worked hard, sure. What's the difference in getting an illegal alien over here with a ticket that's not a felony and getting a parking ticket? They both got tickets. The one just pays a fine. Why aren't they letting them pay a fine and let it go? If we could have some honesty in politics. Never going to happen. But politicians, they go in and they're like the rest of us, and they have the same amount of money as the rest of us, and then they come out 4 years later and they have $6 million in the bank. What happened here? There's a problem when they go in, a regular guy like the rest of us, and then they come out and they have all this money in their hand. There's something wrong. But nothing's changed, Sharon. Yeah. However, the other presidents, you couldn't give me Clinton. He perverted our nation in front of our children. Bushes did okay, but they drank and had too much oil money. And you go back down the line, there just really weren't a lot of people. Nixon, my mother lived right across, his house was here, her house was here. We knew the Nixons. He's just stupid. He stepped his foot in it and couldn't get the stink off his foot. You go back down the line, they all have motives and reasoning, but how many actually made this country great? Not very many, about 7. World War II was our greatest moment. We're never going to see that again. World War I was a joke. Killed 7 or 8 million men for no reason. A waste. And you people in the France, you've had your share. Right today you're still protecting yourself from ISIS. You're scared to death over there. Oh, you're a little naughty, a little Muslim girl with a burqa. When are you sending her home? I want her on that V. What's that? What she said? Where you checked out? I have a twin sister. She's a total. My sister's Muslim, and I love her, and she's my partner in my business. So she's a wonderful person, and she gets along even with RJ. Well, let me be clear. We have fun with them. We let them know where we stand. We're direct and all, but they know that we're not harmful. We're not going to do anything bad, rash. We are going to attack them, see if we can convert them.
There's nothing wrong with that. They want to convert me. You want to convert me to help you here. I'm converting. I'm not easy to convert. I got things to do. The point is, they know that we're mean well and we're for America. I'm an American. All these people with their problems and lives that matter, when they come down to the earth and say, we are Americans. We all matter. Every one of us. The people from other countries matter. But we have to be careful. Because we're heading into dangerous times. We didn't have to worry about this before. This election is about ending the grotesque level. Bon, c'est aussi cette Amérique-là aussi qui est filmée et tu vas filmer ta chance entre guillemets, c'est vous allez filmer à ce moment-là qui est à ce moment-là qui oppose Hillary et Trump. Donc tu peux sentir une sorte de pouls comme ça de ce qu'est cette Amérique-là. Et on voit aussi l'incrédulité des personnes, il n'y a pas beaucoup de témoignages, mais de la côte Est, qui sont complètement déconnectés aussi, qui ont pu l'être aussi ici. Donc c'est cette photographie aussi de l'Amérique qui est là présente dans le film. Oui, surtout qu'en fait, la seule chose que j'avais pas du tout, anticipé au moment de l'écriture, c'était évidemment la question de la campagne électorale. Je ne sais même pas que j'en disais, j'ai pas du tout prévu du tout. J'avais envie en fait de faire grosso modo à peu près le même film, mais dans une Amérique qui ne connaîtrait pas la campagne électorale. Et puis moi quand je pars faire mes repérages pendant 3 mois à peu près, donc j'étais tout seul sur la route pour savoir un peu le tracé qu'on allait suivre ensuite, je rencontre que des gens qui ne parlent que de ça, et puis je ne peux pas y échapper. En plus cette campagne électorale-là, elle était particulière aux États-Unis. C'était déjà le cas de la première élection d'Obama. La deuxième un peu moins, mais la première oui. Là il se passait quelque chose, c'est-à-dire que c'était une Amérique vraiment chauffée à blanc, il y avait, tout le monde en parlait, mais aussi bien les cinéastes que les gens ordinaires, les Américains n'arrêtaient pas de parler de ça, et donc moi j'ai mis un petit peu de temps au début, parce que j'ai senti pendant les repérages que c'était fascinant, et en même temps c'était dangereux, c'est-à-dire que je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec cette suite d'actualité-là? Et en même temps je me suis dit à un moment, oui mais finalement... le film va passer par plein de moments historiques, va parler d'histoire aussi. Il y a Kennedy, il y a Nixon, etc. Et pourquoi il n'y aurait pas l'histoire en train de se faire? Pourquoi d'un seul coup Et donc au contraire, je me suis dit, et c'était presque, ça a été une chance en fait, d'une certaine façon. Ça me donnait de façon presque un peu caricaturale, quand on veut l'être. En fait, ce qui est devenu une sorte de slogan d'affiche, comment pas de Easy Rider à Donald Trump, je l'aime, mais je l'aime pas beaucoup, parce qu'on a le sentiment que... Parce qu'en fait, quand on se dit, comment est-ce qu'on passe d'Easy Rider à Donald Trump, je parle du point de vue français, qui est quand même un peu ornière sur l'Amérique, et notamment sur cette campagne-là, on a le sentiment qu'on va vous expliquer comment est-ce qu'on est passé d'une chose à son contraire. Or, quand on connaît un peu l'Amérique, quand on a passé un peu de temps là-bas, et moi pendant cette campagne, etc., les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Parce que parfois c'est un peu comment est-ce qu'on passe du pareil au même. Et quand on regarde Easy Rider dans le détail, et pas comme une espèce une affiche ou un truc un peu iconique, on se rend compte que les germes, mais c'est même pas les germes, c'est-à-dire que cette part Trump aux États-Unis, elle a toujours été présente. Et donc, moi, ça m'a donné un arc, une conclusion à l'arc final. Et comme je parlais, d'un seul coup, c'était l'histoire en train de se faire qui s'est mis à m'intéresser. Et puis, voilà, et surtout d'essayer de... Moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment ça marche. J'y allais pas pour juger, évidemment. J'allais pas, moi, en tant que Français, je vais vous donner le sens de la morale. On est très fort pour ça. Non, ce qui m'intéressait, c'était de me dire... et surtout que je rencontrais des gens, parce que moi j'ai fait les repérages au moment où Bernie Sanders sort de la course à l'élection présidentielle. En fait, quand Bernie Sanders y est, ça m'intéresse un tout petit peu moins, dans le sens où les trucs sont plus à leur place, quoi. Les progressistes sont du côté de Bernie Sanders, et puis les conservateurs du côté de Trump. Et quand Sanders disparaît, à ce moment-là, ça devient le bordel. C'est-à-dire que tout le monde sort des enclos. Et puis il y en a qui passent de Sanders à Trump, d'autres qui arrêtent de voter pour Clinton, etc. Et là je me dis, là ça devient super intéressant. D'où le Brad qu'on voit au début. Le Brad au début, c'est quelqu'un qui a fait Woodstock, qui se préparait à voter Bernie Sanders et qui va voter Donald Trump.
Donc moi, face à ce trajet, soit je me dis, voilà, il y a une cohérence, il y a une vraie cohérence dans exactement. Mais moi c'est ça qui m'a intéressé, c'est-à-dire que y compris moi-même, c'est-à-dire que ça. Alors en même temps c'est l'histoire de l'Amérique, parce que ça qui est beau avec l'Amérique, c'est que le présent converse toujours avec la grande histoire de l'Amérique. Et puis bon, on pourrait en parler pendant des heures. Mais moi c'est ça qui m'a pour le coup vraiment intéressé. Et je savais qu'en allant filmer de la même façon des pro-Trump ou des anti-Trump. Je pense notamment par exemple, parfois je reviens sur cet exemple-là, mais qui était pour moi parlant, le moment où Brad, le premier type qui apparaît, dont on se dit, bah lui il a tous les codes, tous les motifs du vieux hippie man. Je veux dire, voilà, il n'est pas très bien rasé, il porte des Rangers, il écoute Jimmy Shelter des Stones, alors bref, il est tatoué, il est bike. Donc on l'écoute, on pense que, comme tout le monde est de gauche, on est en terrain familier. Super, c'est aussi un mec de gauche, etc. Puis peu à peu, il parle, et puis à la fin, il dit pas vraiment, il met son masque de Donald Trump. Merde. Et donc, moi ça m'intéressait ça, parce que pour cette séquence-là, c'est typique, c'est-à-dire que le montage, c'est en permanence des problèmes de sens, c'est-à-dire que le montage, c'est le truc presque le plus important, en fait, fondamentalement, au moment du film. C'est comment on monte. Et je m'étais posé une question sur cette séquence-là, comme sur beaucoup d'autres. Si j'avais ouvert la séquence avec le plan effectivement de Brad mettant le masque de Trump, là je faisais un autre film. C'est-à-dire que je connotais d'emblée le personnage, c'est-à-dire que je le flinguais, pour un public à peu près, bon, je flinguais le personnage, et donc je rendais inaudible tout ce qu'il allait raconter par la suite. Ça veut dire que ce type-là est pour Trump, donc c'est un con, j'écoute pas. Alors que le fait de commencer à filmer de point de vue de ses raisons et de faire du vote de Trump une conséquence de ce qu'on a raconté, pour moi c'est un problème, sans utiliser de grands mots, mais un vrai problème éthique constant qu'on a, quand on va filmer des gens. Comment est-ce qu'on filme des gens avec lesquels on n'est pas d'accord? Ou est-ce que la question du d'accord, pas d'accord, elle est forcément toujours présente? Est-ce que parfois, c'est pas la compréhension qui vous intéresse plus que le jugement pur? Non, mais tu es du côté de tes personnages, quelque part. Il y a quelque chose où tu ne les juges pas. Mais moi j'ai toujours aimé les films, les cinéastes. Enfin, je pense, mais c'est. C'est assez respectueux, c'est très. Non, mais c'est même pas ça, c'est que je pense qu'on doit toujours être du côté des gens qu'on filme. C'est même pas. Les cinéastes ou de films de fiction ou documentaristes qui filment contre les personnages, je déteste ça. C'est pas une option pour moi. Je trouve ça. J'ai tout de suite une forme d'aversion, mais directement, dès que je sens qu'on filme contre un personnage. Pour moi, on doit filmer avec lui. Après, libre à chacun, etc. Mais il faut on filme de son côté. Ça, c'est quelque chose de capital, même si ce côté il est inconfortable. Tout ce que raconte R.G., je veux dire, c'est assez fou, tout ce qu'il dit. Et en même temps, on voit la complexité du bonhomme, il raconte plein de choses, il raconte les années 50, il raconte comment les gens qui ont voté pour Trump étaient nostalgiques des années 50. C'est vraiment un truc important, alors que les gens qui ont voté pour les démocrates étaient nostalgiques des années 60. Ça raconte aussi un truc de l'Amérique qui, depuis 50 ans, oppose les fans des 60s et les fans des 50s. C'est ça la vraie distinction, c'est pas démocrate républicain. Enfin, en France, on met droite-gauche, mais ça n'a aucun rapport. La vraie distinction, c'est la période de référence. Et RG, il ne peut pas s'empêcher à un moment de dire le Great Again, c'était quand même les années 50. Et d'où, après, un plan sur un travelling, une petite ville un peu scary aux États-Unis avec des drapeaux blancs partout, où Rafelson raconte lui les années 50. On chassait les noirs avec des chiens, on regardait comme des cons des croquettes à la télévision, etc. Bon. Il y a énormément d'entrées dans le film. Non, voilà. Dernière question, on passe à la dédicace. Est-ce qu'il n'y aurait pas, un autre chemin inverse où, moi j'ai écouté ce matin à France Culture, il y a Frank Thomas, je crois, un Américain qui a écrit « Quand on est riche, c'est voter à gauche ». Et il reprochait à Hillary de ne pas aller dire vraiment ce qu'elle pensait pour les ouvriers. Elle croyait qu'elle allait gagner vraiment. Et comme vous avez évoqué l'exemple de l'ouvrier qui vient de gauche jusqu'à voter Trump, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, hypothèse, qu'un intellectuel de droite américaine qui viendrait voter à gauche?
T'imagines que... Non mais, enfin, il y a des drôles de questions. Non mais tout est possible. Non mais tout est possible. Que, enfin, le côté droite-gauche, enfin, je pense qu'il n'est pas aussi opérant qu'en France. C'est-à-dire que la question des années 50, des années 60, la question du système, au sens un peu large du terme, c'est très structurant aux États-Unis. C'est-à-dire que le tour de force, globalement, de Trump, ça a été quoi? Ça a été de faire croire, on est d'accord ou pas, qu'il se présentait contre un système, et même le système de son propre parti, puisqu'il a détruit les républicains de l'intérieur. Si vous avez suivi un peu la campagne électorale, Trump, c'est vraiment c'est le Calimero à l'époque de la campagne. Et c'est pas du tout lui qui est programmé pour être candidat des républicains. Il y a Jeb Bush, il y a Marco Rubio, le sénateur de Floride, etc. Et lui, peu à peu, va faire un vrai braquage sur le parti républicain, hein, en vrai maverick, ou en insider, on appelle ça comme on veut. Bon. Et donc, c'est pour ça que les gens qui ont voté pour Bernie Sanders, qui lui-même incarnait l'antisystème au sein du camp démocrate, face à Hillary Clinton qui incarnait totalement le système. Et quand Sanders disparaît, la fibre anti-système, qui est la fibre contre-culturelle, elle disparaît. Je ne dis pas que tous les gens qui ont voté Sanders sont allés voter pour Trump, mais une partie non négligeable qui fait qu'à la fin, Trump a quand même gagné. Et je pense que ce rapport au système-là est fondateur pour les Américains. Hein. Il y a vraiment la question de la liberté, d'où le port d'armes, la question du système et la question des années 50-60. La droite-gauche, ça ne veut pas dire grand-chose au fond. C'est pour ça que votre question, en fait, oui, un type de droite peut devenir de gauche, mais pas au nom de la droite et de la gauche, au nom de 2-3 principes qui sont quand même très ancrés aux États-Unis, et chacun, en fait, a sa façon de se positionner, si vous voulez, par rapport à ça. Et la liberté, comme le type qui dans le film on explique, enfin, dont on dévoile à la fin qui porte une arme toute la journée, ça m'intéressait qu'il raconte ça, que je trouve très émouvant d'ailleurs. Il s'appelle Walter Kremlin, il vit dans sa ghost town, il y a 4 habitants, il est dans son coin, il n'y a plus personne, et il explique la raison pour laquelle lui porte une arme. Pourquoi il est hyper attaché au deuxième amendement de la Constitution. Et quand on entend et inversement, on peut avoir des gens derrière de gauche qui vont eux aussi dire bon, moi aussi la liberté, c'est ma valeur principale. Donc on a 2 Américains qui vont voter 2 candidats totalement opposés, mais au nom d'une même chose qui est la liberté. Mais chacun passe presque par une voie différente, si vous voulez. C'est ça que je trouve plus intéressant par rapport à la vision qu'on avait en France, que moi je lisais, comme beaucoup, ce qui s'écrivait sur la campagne américaine dans les grands médias institutionnels français. C'était quand même terrifiant pendant la campagne. En fait, nous, la plupart du temps, on relayait quoi? On relayait CNN, le New York Times, le New Yorker, et donc on relayait Bob Mankoff. Voilà, le chief cartooniste du New Yorker. Donc on était dans notre bulle. Et quand tu dis prendre le pouls, n'importe qui se battait aux États-Unis prenait ce pouls-là. Tu te rendais compte que la façon dont tu décrivais l'avancée de la campagne américaine n'était pas du tout la même si tu quittais San Francisco, les grandes zones démocrates américaines, qui sont d'ailleurs des bulles citadines la plupart du temps, à part un peu l'Oregon ou un peu le Nouveau-Mexique. C'est ça, quoi. Juste pour une réaction pour boucler un peu la boucle, mais quel regard toi tu as sur l'époque est un peu pauvre au niveau cinéma, mais quel regard tu as sur les séries, par exemple, sur ce qui s'y passe, sur ce qui s'y dit, sur comment les créer. Je vais être très rapide. Je vais être très rapide là-dessus. Je vois peu de séries télé. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un déplacement comme ça de la créativité par rapport à ce que disait Rafelson sur ses enfants ou sur ce qu'il est capable de faire, de voir ce qu'il ne comprenait pas de son époque? Oui, après c'est pas un serpent de mer, mais c'est un espèce de débat qu'on a en permanence, la question des séries télé. Moi je pense que la série télé elle fleurit ou elle prospère aujourd'hui grâce au mauvais état du cinéma mainstream. Voilà. Il y a un moment où, comme le spectateur n'arrive plus à aller voir je dis des films produits par des studios, hein. Je ne parle pas de films de petits budgets, parce que les années 70 c'était aussi des grands films de grands studios. C'est toujours très important le niveau du cinéma mainstream, c'est ça la vraie température. Et dans la mesure où aujourd'hui, je pense que les spectateurs, quand ils voient ce que leur proposent les studios, mental entre 8 et 11 ans et demi, grosso modo, ils s'y retrouvent plus. C'est-à-dire que ce rapport un peu adulte
hein, la façon dont le grand film mainstream américain aujourd'hui a totalement infantilisé le spectateur. Et puis ça a fait des ravages, hein, 30 ans de politique comme ça, industrielle. Aujourd'hui, ça va être compliqué de faire revenir les bons regards du point de vue du grand public, parce que ça fait 30 ans qu'on a quand même massacré les regards, quoi. Et donc je pense que la série, elle prospère sur cette espèce de défaut-là. Et donc les gens, et je comprends aussi très bien, vont voir des séries. Alors après, formellement, pour moi, ça n'a rien à voir avec le cinéma, la série télé. Ou de façon très superficielle, des personnages, une histoire, mais c'est pas ça le cinéma. Donc c'est autre chose. Mais ils y vont parce qu'ils ont le sentiment qu'on parle un peu plus à leur âge. Hein, quand ils sont devant une série télé, ils ont plus 8 ou 10 ans. Ils ont peut-être 25 ou 30. C'est un peu plus adulte, quoi. Et donc je pense que c'est ça, à mon avis, l'attrait de la série télé. Après, la créativité... je sais pas où est la fin. Non, mais le fait de s'emparer des sujets de son temps ou oui, bien sûr. de vouloir un peu. Mais ça fait pas. Ouais. C'est autre chose, ça. Mais je pense que, et à mon avis, la série télé aujourd'hui, elle est forte. Alors, il y a peut-être sans doute d'autres raisons. Hein. Ça, il faudrait en parler avec des spécialistes de la série télé, mais je pense qu'elle est forte aussi de la faiblesse du cinéma. Voilà. Et je ne sais pas si la série serait aussi forte si le cinéma était aussi fort. Est-ce que je peux dire quelque chose? Bien sûr. Voilà, votre film est. Voilà. Merci beaucoup. Tu arrives en retard. Excuse-moi, mille excuses, c'est parce que Marguerite avait des choses à faire. Si Marguerite avait des choses à faire. Marguerite est en train de s'occuper de ses filles aussi. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que bon, j'ai trouvé passionnant votre film, traitant des armes, etc. Parce que je n'arrivais plus à recentrer, à contexter votre présence, etc. Et vous m'excuserez. Mais maintenant, je vois, votre film était vraiment passionnant, vous parlez des armes, etc. Et là, il y a une idée quand même que j'ai trouvée vraiment très très intéressante dans votre film. Peut-être l'avez-vous pas explicitée, mais en tout cas, elle est implicite dans le film. C'est que cette violence américaine qui est évidemment d'origine de l'histoire, où il y avait une violence absolument terrifiante, hein, Scorsese a fait un film là-dessus, et Criminel, je ne sais plus comment s'appelle le titre exact, mais ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est qu'on se rend compte dans votre film que, et ça vraiment c'est terrifiant, que la violence aux États-Unis permet d'être dynamique, dynamise l'Amérique. Et je trouve ça terrifiant parce que, en fin de compte, on ouvre une télé aux États-Unis, on voit tout de suite un crime, et alors il y a vraiment une passion pour le crime, une passion. Mais tous les films américains qui fonctionnent bien, c'est des films où on tue des gens, on les découpe en petits morceaux, etc. Et c'est quand même incroyable. Et dans votre film, de façon très pudique, et bravo. J'ai eu peur que ça... Comment? J'ai eu peur. Non. Et dans votre film, de façon très pudique, vous parlez des armes, et là, on sent cette violence inouïe. Donc, vous ne dites pas son nom, mais vous la montrez, vous faites vraiment du cinéma. Et ça, c'est vraiment très intéressant. J'ai trouvé que votre film était extrêmement explicite, et dans l'implicite, c'est-à-dire dans l'implicite, c'est ça, on voit que les États-Unis fonctionnent dans une violence terrifiante. Et sans violence, point des États-Unis, point d'Amérique. Et alors, c'est terrifiant. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Deux mots. Non, merci beaucoup pour votre intervention. Mais je suis d'accord avec vous. Après, on pourrait en parler des heures, mais ça me fait juste penser à une trilogie de livres d'un historien américain de ces textes qui s'appelle Richard Slotkin. Et son premier ouvrage, qui fait à peu près 400-500 pages, un livre très important, raconte cette histoire de la violence dans la culture américaine. Alors, ça remonte, c'est bien avant Gangs of New York ou Scorsese, hein, à l'origine, comment il y a une spécificité de la violence américaine. Il y a Story of Violence, le film, bien sûr. qui est absolument extraordinaire. Et cet ouvrage s'appelait Regeneration Through Violence. Voilà. Et c'est intéressant par rapport à cette idée de violence comme moteur, en fait, comme impulsion, si vous voulez. Oui, c'est vrai. Mais après, la question, c'est que la violence, c'est aussi l'énergie, elle marche, elle ne marche pas. Voilà, c'est ça. C'est pas... oui, il y a des corps qui sont découpés, tout ce qu'on veut, etc. Mais la violence, c'est une énergie, quoi. Moi, je pense c'est ce que je disais. Je pense que c'est la grande question du cinéma américain. Voilà, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait là. Moi, j'avais beaucoup travaillé là-dessus il y a longtemps. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette énergie. Phrase très connue dans Ice de Robert Kramer en 68, moment révolutionnaire, etc. Et un personnage s'arrête à un moment donné, il dit
qu'est-ce qu'on va faire de toute cette énergie? Voilà, exactement. Je pense que c'est ça la grande question du cinéma américain, y compris d'ailleurs dans des films qui vont à l'inverse de ça, qui seraient presque des films, on pourrait dire un peu atones, Monty Hellman, en fait, qu'est-ce qu'on va faire de cette énergie-là produit un cinéma aussi américain qui devient presque européen, c'est-à-dire qui est presque plus tenté par l'inaction et l'arrêt que par la dépense folle façon la horde sauvage, quoi. Mais je pense que quand vous prenez le cinéma américain, il n'y a pas 36 façons de le considérer. Il y a la voie, on pourrait dire, de l'arrêt, de l'inaction pure, hein, il faut s'arrêter, hein. Et puis il y a la voie de l'emballement, d'une certaine façon, de l'énergie qui produit de la violence, etc. Mais la violence est toujours la résultante ou si vous voulez, la conséquence d'une énergie toujours énorme à dépenser. C'est pour ça que le cinéma américain, c'est naturellement un cinéma d'action. C'est que le cinéma d'action américain, il est sur ses terres, de certaine façon. Après, on pourrait en parler pendant des heures. Alors, en tout cas, merci pour votre intervention. Merci beaucoup. Et merci à vous. Des projets ou des choses... Oui, j'en parle pas. Donc on va se retrouver vers la table, vers la caisse, si vous voulez vous faire dédicacer votre DVD. Merci, vous pouvez applaudir Manfred.